Bonsoir à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Installez-vous confortablement, c'est parti pour le sommaire. Nous reviendrons toute cette semaine sur un anniversaire dont on se serait bien passé, un an de crise sanitaire en principauté. Vous êtes notre baromètre en quelque sorte et nous vous avons demandé comment avez-vous traversé cette crise. Confinement, couvre-feu, pandémie, guerre sanitaire. Il est vrai que ce ne sont pas des termes qui rassurent. En France, 1 personne sur 7 se retrouverait dans un état dépressif. À ce titre, notre première invitée sera Valérie Aubin, le chef du service psychiatrie du CHPG. La crise sanitaire a eu un impact sur le sport également. Les JO de Tokyo 2020 ont été reportés d'1 an et se dérouleront cet été. Les Jeux des petits États d'Europe d'Andorre 2021 annulés. Comment se portent les sportifs de la Principauté et que fait le COM pour eux? La réponse avec le secrétaire général du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty. Et enfin, annulé l'année dernière, mais maintenu cette année, le Printemps des Arts se déroule depuis ce week-end et ce jusqu'au 11 avril. Plusieurs thématiques au programme, comme par exemple Franz Liszt, du clavecin ou encore, et ce sera l'objet du reportage de ce soir, nous reviendrons sur le premier spectacle consacré à l'École de Vienne. Mais avant cela, je vous l'ai dit, comment avez-vous traversé cette crise sanitaire? De façon négative, plutôt positivement, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel? Vanessa Dessier est allée à votre rencontre et vous a posé la question. Évidemment, on a perdu du lien social, mais voilà, quand on a des enfants jeunes et des choses comme ça, c'est pas le pire. Je pense que c'est plus les 20 ans et les ados qui eux souffrent beaucoup plus que nous. Le seul problème, c'est qu'on peut plus voyager et tout ça, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça va. J'étais en terminale. Pour ma part, ça, je l'ai bien vécu. J'ai pas senti trop de répercussions. À part un petit peu au niveau social. Mais à Monaco, c'est très bien. C'est jusqu'à 19h, les restos sont ouverts. C'est vraiment bien organisé. Moi, par mon travail, je me déplace beaucoup. Et c'est vrai que c'est compliqué, que ce soit pour manger le midi, pour les hôtels. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, tout ça. On fait avec. Les cours, c'était pas très dur en vidéoconférence. On a réussi à suivre, donc c'était pas un problème, mais sûrement pour d'autres, mais nous, ça allait en tout cas. Apparemment, ça allait pour ces 2 jeunes filles. Voilà comment vous avez traversé cette crise. Et je voudrais que l'on reste sur ce thème-là, d'un point de vue psychologique. Entre le confinement, les couvre-feux, les libertés un peu tronquées, le moral en prend un coup. Pour en parler, notre première invitée, Valérie Aubin, vous êtes le chef du service psychiatrique du CHPG. Bonsoir. Bonsoir. 1 an après le début de la pandémie, quel constat faites-vous sur l'évolution des troubles dépressifs ou anxieux à Monaco ? Monaco, c'est un environnement un petit peu spécifique. Les données qu'on a, c'est au niveau national, au niveau français et au niveau international, européen, qui montrent quand même que si sur la première phase de confinement, on avait eu une majorité de troubles anxieux liés au bouleversement que pouvait représenter cette expérience un petit peu exceptionnelle de confinement et de mise à l'arrêt de toute la vie socio-professionnelle. Depuis le 2e confinement, on a quand même davantage de troubles dépressifs, à savoir de symptômes du type lassitude, pessimisme, difficulté à se projeter dans l'avenir. Ça représente quand même entre 20 et 30% de la population générale. Quand vous dites 20 ou 30%, c'est 20 ou 30% de cas en plus, 20 ou 30% de la population qui est touchée par ces anxiétés, Alors, ce c'est stress. 20 à 30% de la population qui présente des symptômes de la lignée anxieuse ou dépressive. Donc ça ne fait pas effectivement 1/3 de la population qui est malade, mais c'est quand même 1/3 de la population qui souffre de certains symptômes, de troubles du sommeil, de troubles anxieux, de troubles alimentaires, de recours aux addictions. Et vous avez remarqué, vous, une hausse en principauté au sein du CHPG? Vous avez eu une hausse de personnes qui avaient ces symptômes-là? Alors on a effectivement déjà sur nos files actives de patients, donc des patients qui étaient déjà vulnérables au plan psychologique, qui souffrent davantage. Et puis on a également des nouveaux patients qui vont souffrir soit d'une situation socio-économique, d'un licenciement, d'une grande incertitude ou de difficultés financières. Les jeunes, les enfants sont touchés également par ce stress. Alors je ne sais pas si on parle d'angoisse, de dépression, de stress.
dans la sphère du pathologique, c'est l'angoisse et la dépression. Le stress, c'est une réaction normale à une peur. On est dans une situation inquiétante, incertaine. C'est normal qu'à un moment ou à un autre, on ressente du stress. En revanche, l'anxiété, il y a une installation dans la durée et il y a des répercussions physiologiques, comportementales de ces symptômes anxieux. Et pareil pour les symptômes de dépression. Et les enfants, effectivement, on les croyait protégés du fait qu'ils soient moins vulnérables au virus, ou quasiment tous asymptomatiques. Mais dès le premier confinement, les collègues pédopsychiatres ont repéré les conséquences psychologiques potentielles. Il faut savoir que l'adolescence, c'est la période où normalement on quitte sa famille, on s'éloigne de ses parents, on va chez les autres. Et tout ça, c'est interdit, impossible, culpabilisé. Enfin, donc c'est très déstabilisant. Mais c'est pas parce que les enfants sont allés à l'école qu'ils ont une vie normale. Il faut vraiment se dire qu'ils sont quand même très impactés. Il n'y a plus d'activité périscolaire, il n'y a plus d'activité extrascolaire. Et puis pareil, pour les étudiants et les plus grands, on est quand même à plus de 200 jours sans bar, sans restaurant, sans lieu de culture, sans salle de sport. Enfin, c'est inimaginable. Là, c'est le constat. Parlons des solutions, justement. Qu'est-ce que vous faites au CHPG pour aider ces jeunes et ces adultes ? Le premier axe, c'est effectivement sur les patients qu'on avait déjà, ou les nouveaux patients. Donc on est resté toujours, y compris pendant le premier confinement, toujours ouvert. Donc en termes d'accès aux soins, on a essayé au maximum de le maintenir. On a développé les visioconsultations qui, même si elles ne sont pas idéales, permettent de garder des liens et pour le coup sont bien adaptées aux adolescents, moins bien pour les adultes. Et puis on a ouvert des créneaux spécifiques, une hotline pour les adolescents le mercredi en continu, en particulier pour les problèmes d'addiction. Et puis on a un axe de travail qui est aussi le soutien au personnel du CHPG, au personnel soignant. Et puis ça a évolué depuis un an. Au premier confinement, je pense qu'ils ont, comme toute la population, ils ont eu très peur. Il faut quand même se souvenir des termes aussi. On a parlé de guerre, on a parlé d'un ennemi invisible, ils étaient au front, ils étaient en première ligne. Bon, ils avaient beau être applaudis tous les soirs, ils avaient quand même tous essentiellement l'angoisse de ramener le virus à la maison, de contaminer leurs proches et en deuxième d'être eux-mêmes contaminés. Comment voyez-vous la suite? Si l'on se sort de cette crise sanitaire, ça va être un long travail pour un individu de se sortir psychologiquement de cette impasse, entre guillemets? Si les symptômes anxio-dépressifs sont directement liés à la pandémie, à la crise sanitaire, et qu'il n'a pas de conséquences socio-professionnelles ou affectives, comme le décès d'un proche, ou quelqu'un invalidé par la maladie autour de lui, il pourra effectivement s'en sortir et ses capacités de récupération vont fonctionner avec une aide plus ou moins longue selon son trouble et sa personnalité, puis son étayage socio-professionnel. En revanche, s'il y avait déjà une fragilité et que la crise ou l'impact de la crise a été un traumatisme de plus, il faudra le prendre en compte. Valérie Aubin, merci de nous avoir éclairé sur cet aspect psychologique de la crise. Merci à vous. On vous retrouve Vanessa Dessy pour le premier point sur l'actualité, un point qui se veut sportif ce soir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, parlons basket. Après la découverte ce samedi de plusieurs cas positifs à la Covid-19 dans les rangs de Cholet Basket, le comité sanitaire de la Ligue nationale vient d'officialiser le report du match Monaco-Cholet, initialement programmé ce lundi en principauté. La LNB va désormais devoir se positionner sur la tenue des prochains matchs. En football, l'AS Monaco a tenu tête au leader lillois ce dimanche. Effectivement Fabien, mais le club monégasque a décroché un match nul 0-0 ce dimanche face à Lille. À l'occasion de cette 29e journée de Ligue 1, l'ASM s'est montré tactique mais n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Au classement, les hommes de Niko Kovac conservent donc leur 4e place à 4 longueurs du podium. Prochain rendez-vous pour l'AS Monaco, vendredi face à Saint-Étienne.
Les carabiniers cyclistes porteront à nouveau le logo de l'association de la princesse Stéphanie, Fightets Monaco. Oui, et ce maillot sera porté au mois de juin à l'occasion d'un stage cyclisme à Bagnères-de-Luchon. Ce stage permettra de faire connaître l'association monégasque et de récolter des fonds. Je vous propose justement d'écouter l'adjudant-chef Raymond à l'initiative de ce projet. Il est au micro d'Alexandra Pani. C'est un stage que voulaient surtout faire les carabiniers pour connaître ma région. Ma région, c'est Bagnères-de-Luchon, dans les Pyrénées, qui est quand même un lieu historique du Tour de France. Et il y a à peu près 4-5 cols du Tour de France qui gravitent autour de 20 km de la ville. Donc ils voulaient connaître cet endroit. Donc j'ai organisé un stage à Bagnères-de-Luchon, suivi d'un programme le samedi avec des invités prestigieux du cyclisme, pour justement récolter des fonds le samedi pour l'association Fightets Monaco. Et la cerise sur le gâteau, le maire de Luchon, M. Éric Azémar, nous permet de faire du recrutement et de la communication au cours de ce séjour. Et lors de cette présentation officielle, 2 maillots ont été offerts au souverain et à la princesse Stéphanie. Un chèque de 10 000 € a également été remis à l'association Fightets Monaco. Merci Vanessa. Restons dans le domaine sportif avec notre deuxième invité, le secrétaire général du comité olympique monégasque, Madame Yvette Lambin-Berty. Bonsoir. Bonsoir. Très concrètement, quel a été l'impact de la Covid-19 cette année pour le comité olympique monégasque? Parce que toutes les grosses compétitions ont été reportées. En effet, oui. Depuis l'annonce du report des Jeux olympiques de Tokyo, au fur et à mesure, de très nombreux événements ont été reportés par chance, pas tous annulés, notamment les Jeux des petits États d'Europe qui devaient avoir lieu en 21 sont reportés en 25. Le Festival olympique de la jeunesse été-hiver qui avait lieu en 21 seront en 22. Et puis les Jeux olympiques d'été, enfin les Jeux de la jeunesse plutôt, d'été, devaient avoir lieu au Sénégal en 22 et ils auront lieu au Sénégal, mais en 26. Des reports et pourtant vous n'avez pas chômé au comité olympique depuis un an de crise sanitaire. Ah oui, non. Nous n'avons pas chômé parce que, en fait, avec les nouvelles dispositions que nous avons utilisées, c'est-à-dire toutes les vidéos, les technologies, nous sommes restés en contact avec toutes les organisations internationales, que ce soit le CIO, les comités olympiques du monde entier, les Européens, les Jeux méditerranéens aussi, parce qu'il y avait des choses. Donc, en fait, c'est très intéressant parce qu'on a des contacts beaucoup plus directs que lorsqu'on était uniquement, on attendait certaines réunions. Dans quel état d'esprit sont les sportifs de la Principauté ? Alors, les sportifs de la Principauté, vous imaginez bien qu'à l'époque, donc, quand les Jeux ont été reportés, il y avait encore 40% des athlètes du monde qui n'étaient pas qualifiés. Donc pour les nôtres, dont c'était le cas, ils ont eu cette opportunité de se dire, eh bien voilà, le chemin de qualification se rallonge et nous allons avoir des possibilités. Malheureusement, sur ce chemin sont arrivées des embûches puisque des compétitions qui étaient prévues ont été supprimées. Et donc nous arrivons maintenant dans la phase définitive, c'est-à-dire qu'on est dans la dernière tranche où ils ont des possibilités de se qualifier et où on espère certainement que nous ayons le moyen. D'ailleurs, nous avons un très bon exemple aujourd'hui même, puisque depuis hier, nous avons notre jeune fille pongiste qui est au Qatar et qui fait une compétition mondiale. Je peux vous dire qu'elle a déjà gagné 3 matchs en vue des qualifications pour les Jeux olympiques. Donc ce soir, elle joue encore et ce match-là sera déterminant. Et puis pour les autres, notamment pour Quentin Antonielli, lui, il a une compétition qui est importante à Varèse, en Italie. Seulement, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un confinement qui arrive en Italie et on est de nouveau un peu dans l'incertitude. Et puis à Luzerne, en mai, donc là, il y a une épreuve mondiale pour la qualification. En ce qui concerne la gymnastique, eh bien, Kevin Crovetto, lui, 21-25 avril, normalement, c'est une compétition à Bâle. Et c'est une compétition européenne qui va lui permettre là, enfin, de pouvoir s'exprimer. Et puis, on a aussi un athlète très sympathique, Hugo Mikalev, en boxe, qui, lui, a fait
très, très gros efforts. Il s'est complètement immergé dans le monde de la boxe. Il travaille beaucoup. Et là, il a une compétition en France au mois de juin, 4-9 juin. Alors de notre côté, nous avons fait des choses pour eux. On a essayé sur un plan matériel de les aider. Donc on a financé des déplacements pour la boxe, par exemple. Oui. Pour le tennis de table, alors là c'était intéressant parce que c'était très innovant. On a offert un robot qui envoie des balles. Et puis la gymnastique, il y avait quand même des frais importants dans la salle elle-même parce que les protections, tout ça avait vieilli. Donc le comité, avec l'aide des comités olympiques européens, a pu les aider et avancer là-dessus. L'aviron aussi, on a acheté un bateau de compétition. Enfin, vous voyez, nous n'avons pas beaucoup d'athlètes. Donc ça, c'est une question qui est très importante. Et après, je dirais aussi que grâce à un accord qu'on a pu avancer et passer avec le département des affaires sociales, et là je voulais remercier le conseiller qui a été très réactif pour nous en acceptant deux choses. La première, c'est que le centre médico-sportif réouvre pour pouvoir passer les visites médicales longitudinales de nos athlètes qui sont vitales pour savoir où ils en sont. Et le deuxième, c'est que à l'appel du président du CIO, il a bien sûr accepté que nos athlètes soient vaccinés avant le départ pour les Jeux. On a parlé donc des athlètes qui tentaient de se qualifier. On a déjà des athlètes monégasques qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les JO de Tokyo? Non. On est dans une phase là vraiment qualificative et vous pensez qu'on est en bonne voie? Vous avez votre verre plutôt plein, à moitié plein, moitié vide? Ah, mais moi, j'ai plutôt l'habitude de le voir à moitié plein. Donc, tout va se jouer dans les mois qui viennent. C'est là-dessus que l'on se quitte. Madame Lambin-Berty, merci. Merci à vous. Après du sport, de la culture, avec le Printemps des Arts qui a débuté ce week-end, malgré une annulation avec le premier spectacle de prévu, l'Orchestre national de France n'ayant pu venir pour des raisons sanitaires, eh bien le concert d'ouverture de l'édition 2021 a eu lieu samedi sur le thème de l'École de Vienne. Voyez ce reportage de José Sacré. Concert d'ouverture de l'édition 2021 du Printemps des Arts de Monte-Carlo, dimanche 14 mars, au musée océanographique, en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente du festival. Les solistes et l'ensemble intercontemporain dirigé par Matthias Pincher ont interprété des œuvres de compositeurs de l'École de Vienne, l'un des 5 thèmes du festival cette année. Comment définir l'École de Vienne? C'est très complexe. C'est-à-dire qu'il y a eu un père et des enfants. Donc, le père, c'est Schoenberg, qui est un monsieur autodidacte, qui est devenu quelqu'un de très important, puisqu'il a, il a touché à tout. Il a vraiment rénové quelque part la forme, la musique, l'organisation sonore. C'est un novateur qui s'appuie sur le passé. Et d'ailleurs, on constatera dans le cadre du festival des œuvres assez étonnantes, comme tout à l'heure des valses de Johann Strauss qu'il a orchestrées. Ou le quintet de Brahms qu'il a orchestré pour grand orchestre, qu'on entendra aussi. Donc c'est quelqu'un de multiforme. Prochaine date du Printemps des Arts, ce samedi 14h30 au musée océanographique avec un concert consacré à Franz Liszt, suivi à 16h dans le tunnel Riva d'un spectacle de théâtre musical. Nous vous retrouvons, Vanessa Dessy, pour la suite de l'actualité. En bref, le service des titres de circulation généralise la prise de rendez-vous en ligne. Quelques semaines après avoir lancé une procédure en ligne qui simplifie la prise de rendez-vous pour la visite technique de son véhicule, le gouvernement princier offre désormais aux usagers la possibilité de prendre rendez-vous pour l'ensemble des démarches, y compris le retrait de pièces avec un tout nouveau téléservice. L'objectif étant de proposer un accueil personnalisé sans attente au jour et à l'heure de votre choix. Ce dispositif sera mis en place à compter du lundi 22 mars.
Depuis 2017, la Principauté soutient l'UNESCO afin de renforcer la conservation des sites marins inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Oui, dans le cadre de ces collaborations, le premier rapport scientifique sur le carbone bleu dans les sites du patrimoine mondial marin a été lancé. Leur préservation est essentielle pour les générations futures. Ce rapport démontre qu'ils sont les gardiens des plus grands écosystèmes dans le monde. En évaluant la qualité du carbone de ces sites et en recommandant des stratégies spécifiques de conservation du carbone bleu, les conclusions des recherches de l'UNESCO indiquent la voie à suivre pour les États, les régions et les populations locales. La Principauté participe au 14e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Une délégation de Monaco conduite par Robert Gély, secrétaire d'État à la justice, directeur des services judiciaires, a pris part de manière virtuelle aux travaux du 14e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale qui s'est déroulé à Kyoto, au Japon, du 7 au 12 mars dernier. Lors de son allocution, Robert Gély a rappelé la détermination de la Principauté à lutter contre la criminalité transnationale organisée. Sur le plan national, il a notamment fait mention de la révision en 2020 du dispositif législatif monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, contribuant ainsi à lutter plus efficacement contre les flux financiers illicites. Un point météo à présent, Vanessa. Quelle est la tendance de ce début de semaine ? Eh bien, le ciel restera assez dégagé par moments, même si quelques passages nuageux sont attendus en début d'après-midi. De légères brises pouvant atteindre 11 km/h seront présentes durant la journée. Les températures iront de 7 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 6h39 et se couchera à 18h38 et nous fêterons les bénédictes. Merci Vanessa. Il est temps de se quitter. Une dernière chose avant cela, les photos du jour. Une rétrospective sur un an de Covid-19 à Monaco. À ce propos, sachez que nous recevrons demain, entre autres, un des visages de cette crise sanitaire. On peut dire qu'elle était la cheville ouvrière du centre Covid, Ludmila Racona-Le Goff, le directeur général du département des affaires sociales et de la santé. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi 19h. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à demain. Thank you.